Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Anonymal pour cette première interview politique. Bonjour Mohamed Lakila. Bonjour. Alors vous êtes le député sortant de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône et vous êtes aujourd'hui candidat pour la majorité présidentielle pour ces élections législatives anticipées. Donc ces élections, elles ont lieu dans un contexte très particulier, à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron le 9 juin dernier, en réponse au score historique du Rassemblement national aux élections européennes. Donc ma première question, ce serait comment vous avez reçu cette décision du président de la République qui a été très commentée? Effectivement, je suis député de cette circonscription depuis 2017. Je suis sur le deuxième mandat. Et en fait, le premier mandat, on était largement majoritaire. On a pu vraiment changer la vie des gens parce qu'il y a eu des grandes lois qui ont été votées. Et depuis juin 2022, je dirais que les choses se passent un peu différemment. Pourtant, on a tout tenté pour avoir des alliances. Alors, on a voté quand même à peu près une quarantaine de textes, mais ce qu'on appelle des petits textes. Et sur la seule loi qui était importante, à savoir la réforme des retraites, eh bien, nos collègues des Républicains ont tout fait pour nous pousser au 49-3, c'est-à-dire le passage en force. Alors que c'est un texte qui avait été porté par la droite, qui était soutenu par les sénateurs, et Ciotti, et puis on comprend pourquoi aujourd'hui il s'est soumis au Front National, il a tout fait pour nous pousser au 49-3. On était en gros en suspens depuis quelques mois, à savoir une motion de censure, on en a eu quelques-unes qui n'ont pas abouti, mais Ciotti voulait impérativement en déposer une en septembre-octobre. Et là, celle-ci aurait abouti parce que tous les autres auraient voté le Front National, l'extrême gauche, etc. Donc je pense que le président a préféré qu'on arrête de jouer à ce jeu-là et qu'on redonne finalement la parole au peuple. Et pour au moins pour éclairer le paysage aujourd'hui qui est effectivement un peu compliqué. Donc moi j'ai approuvé. Alors on ne savait pas trop à quel moment ça se ferait. C'était soit avant les élections européennes, soit à la rentrée. Je pense que c'est une décision du président de la République, c'est la Constitution qui le prévoit. On est reparti immédiatement. De toute façon, on n'a jamais quitté le terrain. À titre personnel, je suis souvent sur le terrain. Je suis aussi à l'Assemblée. On a arrêté quelques travaux qui étaient assez importants, d'autant plus dans ma délégation, puisque je suis chargé du budget de l'immobilier de l'État. Et là, on avait une grande réforme qui arrivait en 2025. Donc j'espère être réélu pour poursuivre un peu ce travail qui a été fait. Donc si j'ai bien compris, ce que vous venez de dire, c'est que cette dissolution de l'Assemblée nationale, elle était déjà dans les esprits avant même le résultat des élections européennes? Elle a été dans les esprits, notamment au moment du vote de la loi sur la réforme des retraites. Oui. C'est à ce moment-là qu'on a pris vraiment conscience que sur des grands textes, on ne pouvait pas passer parce qu'il y avait une volonté très forte de Ciotti, de quelques-uns. On ne va pas dire que tous les Républicains étaient sur la ligne de Ciotti. Et on voit très bien pourquoi il poussait, il souhaitait en fait la dissolution. Tout simplement pour être soumis. Alors il y a les insoumis d'un côté, mais il y a le soumis au Rassemblement national, enfin au Front national, je préfère dire le Front national d'ailleurs. Donc en fait pour vous, cette dissolution, elle vient suite à des blocages politiques, elle vient clarifier en fait, elle vient clarifier la situation. Donc aujourd'hui, on le voit très bien dans les débats sur le terrain, il y a ces trois blocs. Il y a le Front national d'un côté avec ces fameux soumis, aujourd'hui avec Ciotti. On a la France insoumise avec quelques partenaires faits de briques ou de broc, bon, peu importe. Il y a les insoumis de l'autre côté qui bordélisaient, je l'ai dit à plusieurs reprises, et c'était leur théorie. On est là pour bordéliser, c'est-à-dire que sur n'importe quel texte, ils faisaient des sorties, c'était un petit peu la pagaille, et c'était une très mauvaise image que renvoyait cette Assemblée, en tout cas auprès de l'opinion. Et puis il y a ce bloc central qui se veut d'abord ensemble pour la République, qui se veut républicain, et on a souhaité, mais vraiment depuis juin 2022, à élargir ce socle, c'est-à-dire à travailler aussi bien avec une gauche raisonnable, comme je l'appelle, jusqu'à une droite fréquentable. Apparemment, celle de Ciotti, elle n'était pas fréquentable. Mais en tout cas, il y avait quand même quelques républicains avec qui on pouvait travailler. On voit qu'on n'aurait pas pu faire de grandes lois. Il y en avait une
très importante sur le logement, parce que c'est un vrai problème au niveau national, pas simplement sur Aix-en-Provence ou dans la circonscription, mais au niveau national. Une grande loi suppose effectivement une vraie majorité. Alors c'est un peu culturel, hein. Il y a des pays où on arrive à travailler comme ça, dans le consensus. Au Parlement européen, ils arrivent très bien, mais apparemment en France, c'est pas possible. On n'y arrive pas. Alors, donc il faut une vraie majorité. J'espère que cette majorité, en tout cas, on fait tout pour avoir la majorité pour les prochaines élections, pour qu'on puisse avancer, continuer à réformer ce qu'on a fait depuis 2017. Je vous rappelle tout simplement qu'on ne parle plus de chômage du tout. L'ancien président Hollande ne s'était pas présenté à cause de ça, parce que le chômage était toujours présent. Depuis 2017, le chômage a reculé, malgré les différentes crises, et on en a eu des crises. Eh bien, aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on a tout fait bien, sinon on ne serait pas dans cette situation. Je crois que on fait confiance, en fait. On fait confiance aux Français. Quand ils auront à choisir entre les deux extrêmes et les conséquences surtout, quand on regarde le programme aussi bien de la France insoumise d'un côté que le Front National, c'est un pays qu'on va avoir en faillite. Et ça, il n'en est pas question. On sortait la tête de l'eau, on était sur une bonne tendance avec une économie qui repartait, avec la France, pour la première fois depuis 2 ans, qui est le pays qui a attiré le plus d'investisseurs en Europe. C'est pas rien. Depuis que nos amis anglais ont décidé de quitter l'Europe, la place de Londres, finalement, toutes les entreprises, les banques partaient de la place de Londres pour venir sur Paris. Et aujourd'hui, on est à un moment crucial où il va falloir quand même que les Français réfléchissent très vite. Parce que pour continuer au moins à réformer notre pays, créer des emplois et des entreprises comme on l'a fait jusqu'à présent, eh bien, il va falloir nous donner cette majorité dont on a été finalement, qu'on a manqué en juin 2022. Et donc avoir une extrême droite à plus de 30% aux élections européennes 2 ans après la réélection d'Emmanuel Macron, vous n'interprétez pas ça du tout comme, on va dire, pour dire les grands mots, un échec aussi de sa politique au contraire, c'était une pure stratégie politique. Il faut vraiment analyser, d'abord le Front National a toujours été haut. Oui. Il ne faut pas dire qu'on découvre, le Front National c'est la 2e fois qu'il est au 2e tour quand même de la présidentielle. C'est pas rien. Les scores dans le Sud sont importants. À l'échelle de l'Europe, c'est pareil. On voit quand même l'Italie ou d'autres pays où l'extrême droite est assez haute. Mais en même temps, on ne peut pas comparer les élections européennes avec l'élection locale, même si Bardella a essayé d'en faire une élection nationale. C'est 2 élections complètement différentes. D'ailleurs, peu importe le score que le Front National a fait chez nous, les équilibres au niveau de l'Europe, au niveau du Parlement européen, aujourd'hui, ne sont pas touchés. C'est-à-dire qu'on retrouve à peu près les mêmes équilibres à l'échelle de l'Europe. Donc aujourd'hui, on va se concentrer simplement sur notre pays, pour faire en sorte que ça ne soit pas une catastrophe, parce que moi, j'ai analysé les programmes aussi bien de l'extrême gauche que de l'extrême droite. C'est des milliards de dettes futures. C'est de l'argent qu'on n'a pas aujourd'hui. On n'a pas. Chaque année en déficit, et j'étais vice-président de la commission des finances, je vois très bien le problème. On vit au-dessus de nos moyens. Or, la gauche, quand on regarde un petit peu leur programme, c'est 300 milliards. On va les chercher où, puisque les Français aujourd'hui, ils sont taxés au maximum parmi les pays de l'OCDE. Le Front National, pareil, c'est 140 milliards, mais il ne dit pas comment il va les financer, donc ça va être aussi de l'impôt. Donc les Français auront effectivement un choix, à mon avis, qui va être très simple. Est-ce qu'on court à la catastrophe ou on continue à travailler? Parce que je vous dis, il y a des choses qu'on a certainement manquées. Il va falloir revoir peut-être là où ça a péché et redonner confiance aux Français. Mais avant tout, moi j'ai confiance aux Français. Il y a eu peut-être cet avertissement effectivement pour les Européennes, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on revient sur le fond et on débat sur réellement le fond aujourd'hui d'une politique. Pour recentrer sur une échelle plus locale, à Aix-en-Provence, il y a eu un score aussi inédit pour le Rassemblement national qui, pour la première fois, est arrivé en tête avec 22,69% des scrutins contre 17,27% pour la liste portée par Valérie Hayet. C'est un peu inédit sur Aix-en-Provence. Quel regard vous portez en tant que député sur ce score-là? Je suis sur le terrain.
tous les jours, je discute avec les gens. Ils ont été surpris d'ailleurs par ce score, parce que beaucoup n'ont pas non plus voté. Vous verrez qu'aux prochaines élections, ils vont revenir à ce qui pesait jusqu'à présent, c'est-à-dire moins de 10% sur Aix. C'est clair. Ils sont beaucoup plus... le score est beaucoup plus important effectivement là où il y a de la misère d'ailleurs, parce qu'ils vivent là-dessus, que ce soit à Septem ou Pen Mirabeau, voire même dans nos QPV, quartier priorité de la ville. Mais le score reculera par la force des choses. Et surtout quand on écoute aujourd'hui Bardella, un jour c'est je reviens sur les retraites, le lendemain je reviens plus dessus, un jour je supprime la TVA, puis un autre jour, ah ben non finalement on verra ça plus tard. C'est pas du sérieux. Et puis là il va même jusqu'à dire, oh, si je n'ai pas la majorité finalement, je ne veux pas être Premier ministre. C'est manque de courage, et je crois que les gens sauront, j'allais dire, choisir le bon bulletin le 30 et le 7. Donc même les Aixois, vous qui êtes sur le terrain? Bien évidemment, surtout les Aixois. Là, moi, quand je les rencontre, ils sont presque choqués par le score. Alors, attention, je vous dis, c'était des européennes, un seul tour. Moi, je vois des gens qui me disaient, ben, nous, on s'est fait plaisir, au premier tour, on attendait le deuxième. Bon, ça manque un petit peu, effectivement, de culture politique, et peut-être qu'on n'a pas suffisamment expliqué. Donc, c'est une élection, je vous dis, à la proportionnelle. Donc, il y avait aussi une dispersion de voix. On a probablement perdu un peu sur notre centre-gauche, c'est clair aussi, parce qu'il y a eu quelques événements un petit peu avant, mais ce n'est pas du tout la même élection. Et le 30 et le 7, vous verrez les bonnes surprises, en tout cas dans notre circonscription. Et donc vous me disiez que vous étiez sur le terrain. Comment vous faites du coup pour remobiliser les Aixois derrière vous? On leur dit tout simplement, qui voulez-vous comme Premier ministre? Bardella, qui ne veut plus être Premier ministre d'ailleurs, parce qu'il se dit, bah oui, il voit très bien qu'il n'y aura pas la majorité absolue. Ou à gauche, mais à gauche, aujourd'hui, on ne sait même plus qui veut être Premier ministre. Et apparemment, ils sont nombreux à faire la queue. Ou voulez-vous des gens sérieux, qui sont là depuis 2017, avec une expérience, avec des résultats? Parce qu'on oublie effectivement tout ce qui a été fait depuis 2017. Je vous ai juste rappelé la place de la France aujourd'hui au niveau de l'Europe. Je vous ai rappelé aussi qu'il y avait plus de chômage, etc., etc. Et le bilan, il est là, mais on ne parle jamais du bilan, bien évidemment. On parle que... il y a une expression pour ça, hein, gâteau avalé n'a plus de goût. Et on oublie très vite, les électeurs oublient très vite le bilan. C'est un bon bilan. Vous savez, le bilan, il y a du plus et du moins. Et là, quand on observe depuis 2017, avec la crise du Covid, où la France a répondu, et notre gouvernement très présent, avec la crise économique, on a aidé les entreprises. Donc tout cela, aujourd'hui, je vous dis, on ne parle plus de chômage. Alors qu'il y a quelques années, c'était vraiment, personne n'arrivait à trouver de solution au chômage. Et même à ce niveau-là, on n'a pas complètement abouti. Il va falloir encore attirer des entreprises, plus d'usines. Il y en a eu 300 récemment. Il est prévu 400 usines de plus en France, réindustrialisées. Puis on est dans une région où l'industrie repart, à Fos et ailleurs. Les entreprises sur ma propre circonscription, aujourd'hui, leur problématique, c'est l'emploi, c'est la formation. On est passé pour les apprentis de 200-300 000 à 1 million aujourd'hui d'apprentis. Des gens qui vont travailler en entreprise, qui découvrent l'entreprise et qui continuent à faire des études. Ben ça, c'est apporter à notre crédit. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment au niveau du logement, parce que là, il faut une vraie loi qui facilite, qui fluidifie ce marché du foncier. Parce que quand vous êtes un couple, par exemple sur Aix-en-Provence, de cadre, ben vous n'arrivez pas à acheter ou à avoir un appartement sur Aix-en-Provence parce que les prix sont trop élevés. Là, on travaillait sur ce sujet-là. Moi, en tant que rapporteur, je vous dis, de l'immobilier de l'État, je travaillais sur toute la baisse de la dépense à ce niveau-là. Et il y a du travail et on va continuer à le faire. Donc Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin, pour un premier tour des législatives le 30 et un second tour le 7. Comment on fait pour se préparer et partir en campagne dans un délai aussi court? Parce qu'on est en campagne tout le temps. Moi, depuis 7 ans, les problématiques, on les connaît. On rencontre régulièrement nos concitoyens, on rencontre les chefs d'entreprise, les soignants, etc. Donc les problématiques, on les connaît. Et donc là, ce n'était pas très difficile de repartir dans une campagne. Bon, certes, elle est courte, mais les Français vont être... Je vous dis, le choix, il va être beaucoup plus clair. Hein.
très claires. Il y a les deux fronts, ou l'extrême gauche, l'extrême droite, et puis il y a cet extrême centre, très large, qui va de cette gauche, je vous dis raisonnable, jusqu'à la droite fréquentable. Et celle-là, elle met tout en œuvre pour sauver la République. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi quels sont les axes majeurs portés par votre groupe à l'Assemblée nationale? Alors, jusqu'en juin 2022, on était quand même sur de grands projets. On a presque révolutionné le monde du travail. Je vous ai parlé de l'apprentissage tout à l'heure. Moi, à titre personnel, je travaille beaucoup sur l'équilibre budgétaire. Dans la commission finances, je travaille beaucoup là-dessus, à savoir faciliter la vie des entreprises, parce qu'aujourd'hui, on a trop de normes européennes, et souvent de la surtransposition en France. Donc, j'ai travaillé sur des sujets très simples. Ensuite, rechercher cet équilibre budgétaire, parce que quel que soit le choix, quelles que soient les promesses qu'on fait d'un côté comme de l'autre, à un moment donné, il faut les financer. Et aujourd'hui, on vit au-dessus de nos moyens. On a sauvé nos retraites, pas suffisamment, parce qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent, qui cotisent, on n'arrive pas à financer les retraités d'aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher dans des budgets de TVA et d'impôts, ce qui n'est pas normal. On n'est plus dans un régime par répartition. Donc il y a de vrais sujets très lourds, parce que comment financer la santé si vous n'avez pas de recettes? Et quand on voit que le Front National il veut baisser en plus les recettes avec la TVA, je ne vois pas comment on pourrait faire. Donc, quelles que soient les politiques qu'on met en œuvre, c'est peut-être ma déformation professionnelle parce que je suis expert comptable, c'est d'équilibrer le budget. Et vous ne viendrez pas l'idée d'emprunter pour payer votre loyer à la fin du mois. Jusqu'à présent, c'est un petit peu ce que faisait l'État. Certes, il y a eu des crises. Certes, il a fallu aider les entreprises. Il fallait un emprunt, on l'a fait au niveau de l'Europe d'ailleurs, pour repartir de l'avant. On emprunte pour un investissement. Pour être plus simple, vous empruntez pour acheter une maison ou pour faire de la grosse rénovation. Mais on n'emprunte pas pour du fonctionnement, c'est-à-dire payer son loyer en fin de mois ou son assurance ou tout simplement se nourrir. Ça, c'est pas possible. Eh bien, au niveau de l'État, on raisonne de la même manière. Donc, il faut réduire la dépense, mais dans tous les ministères. Ensuite, ne pas augmenter les impôts des Français, parce qu'aujourd'hui, on est le pays où le taux de prélèvement obligatoire entre les impôts et les taxes est le plus élevé d'Europe. Ça, c'est pas normal. Et en face, il faut mettre des services qui sont en corrélation, effectivement, avec nos capacités aujourd'hui à générer, ou en tout cas à avoir des recettes. Et bien, ce travail-là, c'est un travail sérieux, parce qu'il faut de la stabilité fiscale, des règles connues de tout le monde. Là, on voit que la gauche veut revenir sur tout ce qui a été fait. C'est-à-dire toutes les mesures que nous avons votées et qui attiraient les investisseurs. Et ils remettent ça. Alors, j'ai rencontré quelques retraités qui veulent aller vivre, par exemple, aujourd'hui au Portugal. Parce qu'ils disent, si la gauche arrive, on va se prendre des impôts. L'extrême droite, c'est pareil. Parce que quand ils disent on réduit la TVA, il va falloir augmenter d'autres impôts. Ça, c'est pas normal. Des entreprises qui sont en train de réfléchir en fonction des résultats, qui se disent, notre siège, on va le mettre ailleurs, plutôt que de rester sur notre territoire. Donc ça, c'est le fond. Et je crois qu'on ne peut pas continuer à réformer ce pays sans équilibre budgétaire. Donc moi, je travaille énormément là-dessus, et notamment sur l'immobilier de l'État. L'État est propriétaire de 100 millions de mètres carrés. Et à partir de janvier, c'était prévu, et j'espère qu'on y arrivera puisqu'on va gagner, de monter une foncière, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une foncière pour gérer un bon père de famille comme un vrai propriétaire. Et ça, c'est des travaux qui sont faits par des gens sérieux, des gens qui ont un peu d'expérience et qui souhaitent apporter, toute cette expérience au profit de nos concitoyens. Vous avez fait référence tout à l'heure à des projets de loi importants comme la réforme des retraites qui ont été portés depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Il y a eu aussi des crises, vous avez fait référence aussi, des protestations, du mécontentement aussi de la part de la population. Il y a ce qui se passe dans l'Assemblée nationale, mais il y a aussi ce qui se passe dans la rue. Si jamais la majorité présidentielle sort majoritaire en tout cas de ces élections législatives, est-ce que
vous pensez qu'il faut tenir compte aussi de ce ras-le-bol, entre guillemets, des gens, ou il faut continuer dans la même lignée politique? Pas du tout. Il faut répondre à de vrais sujets. Le vrai sujet, c'est le logement, aujourd'hui. Oui. Beaucoup de jeunes restent encore chez papa-maman parce qu'ils n'ont pas les moyens ou d'acheter ou de payer le loyer. Les logements sociaux aussi. Et donc, quand j'ai dit le logement, c'est globalement le logement. Bien sûr. J'ai toujours critiqué les maires qui ne construisaient pas les logements sociaux, quitte à payer des amendes. Parce que les maires, alors, ils ont leur propre raisonnement. Hein. Vous savez, on dit qu'un maire bâtisseur, c'est un maire battu. Donc, pas de logements sociaux, ou alors chez les autres, alors qu'il a ses propres enfants dans son propre village qu'il faut loger. Donc, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Donc, à partir de là, c'est une grande loi qu'il faut faire sur le logement. C'est comment je fluidifie le foncier d'une façon globale, comment je fais en sorte de faire baisser les prix, et comment je construis plus de logements et de logements accessibles à tous les niveaux. Donc quand je parle de logement, c'est d'une façon très globale. Alors, ça peut se faire avec l'immobilier de l'État. Je vous ai rappelé tout à l'heure, l'État est propriétaire de 100 millions de mètres carrés. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai un exemple à vous donner, le groupe La Poste. Il y a beaucoup moins de postes que par le passé de bureaux de poste. Le groupe La Poste, ils ont mis tout l'immobilier dans une vraie société de droit privé, et c'est l'État qui est propriétaire, 100% des parts, des actions. Et à partir de là, ils ont géré leur immobilier comme le gérerait n'importe quel propriétaire, bon propriétaire. À savoir qu'il y a des immeubles qui étaient vacants, donc ils les ont transformés en logements, voire logements sociaux. Ils ont fait du coworking pour des entreprises là où ils avaient aussi des bureaux qui étaient vacants. Donc c'est cette culture qu'il faudrait en fait faire à tous les ministères. Et là, on aurait du foncier à récupérer, que ce soit de l'armée ou beaucoup d'immobilier ou beaucoup de foncier qui est aujourd'hui en déshérence. Donc il y a un vrai travail là-dessus. Pour ça, il faut une très grande loi avec une vraie volonté politique au plus haut niveau, au minimum au Premier ministre, pour que ça se fasse. C'est mon dernier rapport, j'étais en train de le terminer quand il y a eu la dissolution. Donc j'espère reprendre tout ça en septembre. Il n'y a pas si longtemps, j'ai lancé ce qu'on appelle le Parlement de la circonscription. Et donc thématique par thématique, je vais organiser des réunions avec nos concitoyens. Donc on l'a fait dernièrement sur la loi fin de vie, où on fait réfléchir des citoyens. Ils sont venus à 2 reprises et on a débattu de ce sujet. Alors, on s'est arrêté net, effectivement, avec la dissolution, mais en gros, c'est écouter nos concitoyens, les faire participer et voire même suggérer des amendements, des textes de loi, des questions au gouvernement, qu'elles soient écrites, orales. Ça, c'est un travail je dirais, sur la circonscription et en lien direct avec la population pour qu'ils participent effectivement à la fabrication de la loi comme le ferait n'importe quel député. J'ai une dernière question. Donc vous êtes député depuis maintenant 7 ans, vous l'avez dit. Comment vous portez les préoccupations des habitants de votre circonscription jusqu'à l'Assemblée? Et pourquoi c'est important que les Aixois se mobilisent sur ces élections législatives où c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abstention sur les élections européennes, même sur les législatives les dernières. Pourquoi c'est important que là, les Aixois se mobilisent? Alors, 2 choses. Un député, il est élu dans une circonscription, mais c'est l'élu de la nation. Quand il vote des lois ou quand il fait des propositions, il les fait pour l'ensemble des Français, que ce soit en France ou en Outre-mer. Ensuite, bien évidemment, quand on est sur le terrain, on est à l'écoute de nos concitoyens. Et je suis souvent sollicité, par exemple, par les entreprises de l'Arbois. C'est sur ma circonscription. Et là, on a aidé des entreprises à démêler, à leur faciliter les choses par rapport à tel ou tel dossier et porter jusqu'au plus haut, c'est-à-dire au niveau des ministères. Et souvent, je suis sollicité là-dessus. Il y a des sujets qu'on ne peut pas traiter directement, même si on essaye de travailler avec les autres institutions, que ce soit la ville, que ce soit le département ou la région. Le fait d'être dans une majorité, effectivement, de pouvoir dialoguer aussi bien avec le département, la métropole, la région, la ville ou les communes et l'État, ça facilite quand même beaucoup plus
plus facilement les choses pour nos concitoyens. Et nos concitoyens, ils le savent très bien. Je les ai accompagnés sur énormément de dossiers, que ce soit des dossiers à titre personnel ou des dossiers au niveau des entreprises. Et je sais qu'ils le travaillent. C'est pas à moi de le dire, c'est à eux de le dire, ils le diront le 30. Et donc pourquoi c'est important que les Aixois se mobilisent selon vous? Ben, les Aixois, ils vont se mobiliser parce que je le vois sur le terrain. Parce que ce refus, je sais que les Aixois, ils sont attachés à la République, comme la plupart des Français, et ça sera, c'est un attachement national. Eh bien, ils vont avoir affaire à des gens qui racontent n'importe quoi. C'est l'extrême gauche et l'extrême droite avec des sommes énormes en dépenses, sans trouver les recettes ou sans dire comment on fait. Et puis des gens qui sont sérieux, qui sont travailleurs, qui aiment la stabilité, qui sont aussi dans un climat beaucoup plus apaisé. Voilà. Et on est là pour apaiser effectivement nos concitoyens et les Aixois en particulier, mais pas que les Aixois, parce que ma circonscription c'est Aix, mais c'est aussi Aiguilles, c'est aussi Cabriès-Escalaz, c'est les Pennes-Mirabeau et c'est Septem. Et on apportera des solutions pour chacun. Et je suis là, comme je l'ai fait depuis le premier jour, depuis 7 ans aujourd'hui, je suis à leur écoute et j'essaie de répondre à toutes les sollicitations. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Mohamed Lakila d'être venu sur notre plateau pour répondre à mes questions. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle interview politique.